Notre invité ce soir à la tête dans les étoiles et son PT a un très drôle de nom, il s'appelle 51 Pégasi. Né en 1966, Didier Queloz a grandi à Genève. Il a étudié au collège de Saussure, puis à l'université de Genève en physique, en astronomie et astrophysique. Et en 1995, il a obtenu un doctorat pour lequel la Société suisse de physique lui a décerné le prix de la meilleure thèse de physique générale de 1996. Didier Queloz est membre de la Royal Society, titulaire de la chaire professorale Jacksonian Professor of Natural Philosophy de l'Université de Cambridge et depuis septembre 2021, professeur de physique à l'ETH de Zurich. Il est également membre du collège Trinity à Cambridge. Je l'ai dit, Didier Queloz à la tête dans les étoiles. Il est à l'origine de la révolution exoplanète en astrophysique. Alors je ne vais pas vous lancer dans des explications, ça c'est vraiment son job. Hein. Voilà, mais on le sait, avec monsieur Michel Mayor, il a annoncé avoir découvert une planète géante en orbite, une exoplanète, c'est la fameuse étoile 51 Pégasi. Aujourd'hui, Didier Queloz poursuit ses études et je crois qu'il nous recherche des planètes où on pourrait trouver la vie. Il y a eu très récemment des articles intéressants qui ont paru dans les journaux. Il nous en parlera sans doute. Mais Didier Queloz a également les pieds sur terre. Habitant des Chapines, il était également membre du conseil municipal pendant plusieurs années et certains d'entre vous le connaissent très bien, il y a des liens d'amitié qui ont pu se créer et je crois que c'est la raison pour laquelle il nous fait l'honneur et le très grand plaisir d'être présent aujourd'hui avec nous ce soir. C'est vraiment un grand honneur. Et nous sommes conscients que malgré l'agenda surchargé qui doit être le sien, il a pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Aussi, je tiens à le remercier infiniment de nous faire le plaisir d'être présent ici ce soir avec nous et de nous offrir ce moment privilégié. Et avant de terminer, je souhaite également remercier tous les acteurs qui ont permis l'organisation de cette soirée, bien sûr les services, la commission de la culture, le service culturel, Isabelle Yannès, Francine Ploubacher et tous ceux qui, petites mains, organisent, gèrent la séance et ont permis cette part. Voilà, après la conférence, qui je suis sûre vous passionnera, nous pourrons partager ensemble un moment de convivialité où vous aurez l'occasion de rencontrer personnellement M. Didier Queloz. À vous tous et toutes, je souhaite une excellente soirée et puis bien sûr je passe la parole à notre invité que je remercie encore. Merci. Merci. J'enlève une couche parce qu'ici il fait chaud avec l'éclairage, c'est incroyable. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous pour plusieurs raisons. D'abord, moi je suis né pas très loin, je suis né à Aunay, donc toute cette région-là je la connais très bien. Ayant fait mon collège à de Saussure, vous pouvez imaginer que j'avais des amis dans toute la région de la campagne genevoise. Et puis avec mon épouse, on a vécu ici relativement longtemps jusqu'à ce qu'on doive quitter pour aller en Angleterre, en fait, à Cambridge à peu près en 2013. Donc c'est un vrai plaisir, j'ai été enchanté de l'invitation et moi c'est ce que j'appelle quand j'ai des invitations qui sont faites par des amis et qui sont fort sympathiques, c'est impossible de dire non, je suis enchanté d'être ici. Alors merci pour l'invitation. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire partager un tout petit peu, tout d'abord ma passion pour mon métier. Je me considère comme très chanceux de pouvoir en vivre. Et puis également de vous expliquer un tout petit peu ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'astronomie, sur la question de notre place dans l'univers. Et je vais en profiter pour essayer c'est mon côté un peu professoral, essayer de donner quelques petits concepts de physique, et puis en même temps d'essayer de vous montrer où on va aller. Bon, évidemment, en n'évacuant pas ce qui s'est passé à l'origine en 1995. Alors, on va repartir dans le domaine des exoplanètes. Donc, quand on parle d'exoplanètes, on parle d'abord
d'objets qui sont autour d'autres étoiles. Donc on est bien d'accord, le Soleil c'est une étoile. Donc vous regardez le ciel, la nuit, vous voyez d'autres soleils. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas aussi brillants que le Soleil, c'est parce qu'ils sont très 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 loin. Donc on parle d'objets qui sont loin, on parle de plusieurs années-lumière en orbite autour d'autres étoiles. Mais avant d'aller voir les exoplanètes, on va plutôt se préoccuper de nos planètes. La raison pour laquelle on va le faire, c'est parce que notre connaissance de nos origines, notre système, elle est principalement établie sur la base de l'étude de notre système planétaire. Alors, on connaît tous notre système planétaire, je vous ai montré d'autres images ici. La raison pour laquelle je vous montre ces images, c'est quand vous regardez, en tant que physicien, quand vous regardez ces planètes, il y a quelque chose qui vous frappe. Je ne sais pas si c'est des physiciens dans la salle, mais pourquoi elles sont si différentes? Vous pouvez vous imaginer que toutes les planètes sont les mêmes. C'est bien, en fait. Les formes des planètes, elles sont relativement différentes. Vous en avez des très grosses, vous en avez des très petites. Les grosses, c'est ce qu'on appelle les planètes géantes, comme Jupiter. Elles sont remplies de gaz, le même gaz principalement qu'il y a dans le Soleil. Donc, ça s'appelle l'hydrogène. Et puis les planètes, les petites planètes, c'est principalement de la roche. Ça ressemble au sable qu'on a au bord de nos plages. C'est principalement des silicates. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer comment c'est à l'intérieur de ces planètes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les planètes géantes. Comment on sait ce qu'il y a à l'intérieur? C'est parce qu'on a mis les satellites en orbite de ces planètes et on a regardé les déviations en fonction de comment elles tournaient. Comme les planètes tournent, elles sont un peu allongées et en fonction de leur densité, elles n'ont pas la même forme. Donc, ça a un impact sur ce qu'on appelle la gravité. Donc, on va étudier la gravité de ces planètes en mettant en orbite les satellites, il y en a plusieurs. Et on va en déduire qu'il y a quelque chose de très dur au centre. Un cœur, pas exactement aussi dense que le cœur de fer qu'on a au centre de la Terre, mais beaucoup plus dense que le gaz qu'il y a autour. Donc on a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a maintenant une situation où on se rend bien compte qu'il y a quand même un petit peu des similarités. Si vous enlevez le gaz de Jupiter, vous tombez sur un cœur qui n'est pas si éloigné des autres planètes. Des planètes telluriques comme la Terre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on forme un système planétaire? Alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on comprenait de la formation des planètes avant qu'on trouve des planètes dans les étoiles. Et la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que ça a été une révolution au sens où on a complètement dû repenser cette théorie. C'est très intéressant parce qu'on se retrouve dans la même situation il y a à peu près quand Galilée remet la Terre à sa place, si j'ose dire, et non pas au centre du système, mais simplement en orbite autour du Soleil. On a recentré le débat vers la diversité des planètes, et non pas le côté unique de notre système. Alors, quand on regarde une planète qui se forme, on peut utiliser d'autres étoiles. Ça, c'est la chance en astronomie. Vous avez des millions d'étoiles, elles sont toutes à des âges différents. Donc, si vous avez un âge très jeune, donc en astronomie, les âges jeunes, on parle de millions d'années. Hein. Le Soleil, il a 4,5 milliards d'années. Donc c'est vraiment un Soleil qui vient de se créer. Et si vous regardez attentivement, avec des télescopes qui sont sensibles au rayonnement, on va dire, de structures qui sont plus chaudes que l'univers, mais très froides quand même, vous avez ce genre de disque, ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Donc au centre, il y a un Soleil, on ne voit pas beaucoup parce qu'il brille assez peu dans ces fréquences-là, c'est des fréquences radio-millimétriques, c'est les mêmes que vous avez dans le micro-ondes à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une sorte de forme de disque, ce qui était une des prédictions du 19e siècle, qui était de dire quand les étoiles se forment, la matière qui est autour doit se former sous la forme d'un disque, ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire, c'est ce qui fait que les enfants instinctivement, quand ils font des toupies sur eux-mêmes, ils savent très bien qu'en ramenant leurs bras sur la glace, par exemple, ils vont plus vite. Donc c'est exactement le même principe. Il y a un axe privilégié, et vous avez une sorte de plaque qui se met en place, qui forme ce disque. Ce qui est intéressant de cette image, c'est que vous avez des structures dans ce disque, comme des trous, qui sont des structures probablement liées à la présence de planètes à l'intérieur de ce disque. Alors maintenant, il y a un autre point intéressant de ce diagramme, c'est le 50 AU que vous avez en bas à gauche. Ça veut dire 50 fois la distance entre
que l'on a actuellement entre le Soleil et la Terre, ce qu'on appelle l'unité astronomique. C'est cette distance-là. À la place de parler de kilomètres, c'est à dire des millions, trop compliqué, on dit 1. Ça, c'est 50. Donc on a ici quelque chose qui n'est pas très différent de la taille globale de notre système solaire. Donc ça, c'est le système solaire, probablement comme il était, si on revenait en arrière dans le temps, plus de 4 milliards d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui doit former les planètes. Comment ça se fait que ces planètes se forment et créent cette sorte de structure? Alors pour comprendre comment ça marche, je vais vous montrer un autre objet, qui est un objet emblématique de l'hémisphère sud, c'est une étoile avec un disque. Alors cette étoile, elle est observée de deux manières différentes. Cette étoile s'appelle Beta Pictoris, elle est très brillante, dans la constellation Pictoris, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Donc l'image du haut, une image qui est obtenue avec le télescope spatial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une image qui n'est pas très différente de ce que voient vos yeux, mais simplement on est dans l'espace avec une petite astuce. On a mis un masque devant le télescope qui cache l'étoile. Autrement, vous seriez complètement aveuglé, parce que l'étoile est très très brillante. Donc on a masqué l'étoile, on appelle ça faire de la coronographie, ça vient de l'étude du Soleil, la couronne du Soleil, il y a une centaine d'années. Il y a des coronographes qui ont été développés pour justement étudier la couronne solaire, et on a gardé le nom et on l'utilise maintenant pour détecter ce genre de système. Alors ce qui est intéressant, c'est la petite ligne que vous voyez, cette sorte de barre. Ça, c'est le même disque que je vous ai montré avant, c'est une autre étoile, hein. C'est le même disque, mais vu sur la tranche. C'est très très fin, c'est extrêmement fin, et ce disque-là, principalement, ce que vous avez là, c'est, on va dire, des cailloux, de la poussière. Vous savez, la poussière qui tombe, qui est chez vous en permanence, elle vient sans arrêt, elle vient sans arrêt de l'espace, sans arrêt des morceaux qui tombent. Donc on a ce genre de quantité de cailloux, en grande quantité évidemment, comme on a dans la ceinture qui se trouve au-delà de Mars, et ça forme un disque de matière solide, qui est extrêmement fin. Pourquoi c'est fin? Parce que quand vous imaginez vos petits cailloux, imaginez que votre caillou il veut sortir du disque, il monte, et bien, à cause de la gravité, il est tout de suite rattrapé, il est ramené sur le centre. Donc, le centre va agir comme une sorte d'attracteur, et les cailloux vont osciller comme ça de haut en bas, mais vont rester globalement sur cette sorte de petite ligne. Alors la même image en bas, à la même échelle, elle est prise avec un autre télescope. Lui, il n'est pas sensible aux cailloux, comme vous avez en haut, parce qu'en haut c'est la lumière qui réfléchit, ou la lumière lunaire. Il est sensible à la quantité de gaz. Donc là, on va détecter le gaz. En l'occurrence, c'est du CO2 ici. Et ce que vous voyez, c'est que le disque est très différent quand vous regardez le gaz. Donc en haut, on a le solide, les cailloux, et en bas, on a le gaz. Donc il y a deux choses que vous voyez. C'est la même échelle. Hein. Vous voyez d'abord que c'est beaucoup plus épais que les cailloux. Ça, c'est une propriété qu'on connaît bien sur Terre, ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. C'est ce qui permet au gaz, quand vous montez au sommet du Mont Blanc, vous avez encore du gaz. Vous en avez moins, mais vous en avez toujours. Tandis que si vous jetez un caillou du sommet du Mont Blanc, il tombe jusqu'en bas à Chamonix. Hein. Donc ça, c'est l'équilibrage de pression qui se fait, on peut calculer la modification de pression. Donc, le gaz est beaucoup plus étendu par sa nature propre. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que le disque, il s'arrête. Vous voyez, l'autre ne s'arrête pas, il continue. C'est la même échelle. Ce n'est pas le détecteur qui n'était pas sensible, on est parfaitement sensible pour détecter. Non, le gaz s'arrête vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il n'y a plus de gaz à partir d'une certaine distance. Pourquoi? Quand vous étudiez la température dans le disque, vous réalisez que vous obtenez la température où le gaz CO2 devient solide. C'est de la neige. C'est la même chose pour l'eau, ce qu'on appelle la ligne de glace. Donc le gaz a une limite, en fait, physique qui fait qu'il ne peut pas exister au-delà d'un certain endroit. Alors maintenant, le truc est le suivant. C'est que vous avez à peu près, pour un morceau de caillou, ou un gramme de caillou, vous allez obtenir 1000 fois ou 10 000 fois plus de gaz. Donc en gros, vous obtenez des quantités phénoménales de chute de neige, de morceaux, quand vous êtes loin, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de morceaux. Ce n'est pas très instinctif, mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça que, quand vous avez plus de morceaux, vous arrivez à former des planètes beaucoup plus vite. Donc vous obtenez très très vite un énorme morceau de matière qui va se former, comme une grosse boule de neige. Et quand cette boule de neige va être grosse, elle va commencer à attirer tout ce qui est autour d'elle, par la gravité.
y compris tout le gaz qu'il y a autour. C'est comme ça qu'on fait les Jupiters. C'est pour ça que Jupiter se trouve à l'extérieur du système solaire. De même que Saturne. Uranus-Neptune, c'est un Jupiter un peu raté, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est l'explication que tout le monde avait construit pour l'explication du système solaire. Et on était convaincus que c'est comme ça que ça allait se passer sur toutes les étoiles. Donc, toutes les planètes devaient être similaires au système solaire. C'était le dogme, jusqu'en 1995. Alors avant de vous parler de ce qui s'est passé en 1995, je vais vous expliquer comment on les a trouvées, ces planètes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas prendre un télescope et observer une étoile. Ça ne fonctionne pas. Oui, ça marche, vous allez voir l'étoile. C'est tout. Rien voir d'autre. Parce que la différence de lumière, elle est telle entre ce que l'étoile va briller et la petite planète juste à côté qui ne fait que réfléchir, vous allez rien voir. Donc on doit être un petit peu malin et utiliser des astuces. On doit deviner la planète. Alors, une technique qu'on a utilisée, qui était bien connue, en fait, du 19e déjà, c'est quand vous avez un système à deux objets, un très massif au centre et un autour, vous voyez, qui tourne, vous avez en fait, quand celui qui est à l'extérieur tourne en orbite, même l'objet central, en l'occurrence une étoile, elle tourne aussi, un tout petit peu, mais elle tourne aussi autour d'un point qui se trouve un tout petit peu à côté de son centre de gravité. Donc il y a une petite orbite de l'étoile, et ça on peut le détecter. On peut voir le mouvement, on peut surtout voir le changement de vitesse. L'étoile met de la lumière, cette lumière, comme l'étoile a une orbite, elle va changer sa vitesse, et la lumière va changer de couleur, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et si on a un instrument adéquat, on peut détecter ça. En plus, si on a un petit peu de chance, et que la planète va juste devant, elle passe juste devant entre l'observateur qui est à gauche et puis l'étoile, vous allez avoir, pendant un petit moment, la planète va passer devant l'étoile, et elle va diminuer un tout petit peu la lumière de l'étoile, ça s'appelle un transit. Ça, c'est des techniques qui sont relativement simples à mettre en œuvre pour détecter la planète. La difficulté, c'est qu'une planète, c'est petit, mais une étoile, c'est gros. Donc, les effets qui sont ici indiqués, ils sont très, très petits. Donc, il fallait développer une technologie complètement nouvelle. Et ça, c'était pas possible avant les années 90. Et ça, c'était le but de mon travail, en fait. C'était de mettre en place un nouvel instrument qui permettait de détecter ce petit mouvement qui est créé par les étoiles. Alors, je ne vais pas vous faire une description technique, je vais vous montrer la bête. Alors maintenant, la bête est en cage, elle ne fonctionne plus, elle a été arrêtée pendant une quinzaine d'années. Mais elle est mise, si vous allez en Haute-Provence, vous pouvez la voir. Elle est en bas de 380 balles, elle est dans l'exposition. Je ne sais pas comment ils font les visites, mais elle est là-bas. C'est là que la photo a été prise. Je vous montre cet instrument juste pour vous dire que, en fait, il y a beaucoup de petites technologies ici qui sont assez révolutionnaires. Par exemple, vous voyez ces petits fibres orange, là, ces petits fils orange, c'est la lumière qui vient du télescope, c'est des fibres optiques. Fibre optique, tout le monde en a pour brancher son Wi-Fi qui vient je ne sais pas d'où, mais à l'époque c'était relativement nouveau et les astronomes ont sauté sur l'occasion qu'on a vu ça, parce que ça permettait d'amener la lumière à un autre endroit que juste un télescope. C'est énorme parce qu'avant on avait des instruments qui étaient collés au télescope, qui baladaient au cours de la nuit. Donc ça c'est vraiment au niveau de la stabilisation, c'était phénoménal. L'autre pièce, c'est une pièce magique, c'est ce gros morceau de verre que vous avez là. Ça, c'est le réseau. C'est l'arme du spectrographe. On a utilisé une nouvelle technologie. On est les premiers au monde à avoir utilisé ce réseau-là. Maintenant, il y en a plein, ils sont standardisés, ces réseaux. Parce qu'ils nous donnaient une capacité à avoir la couleur des spectres avec beaucoup de détails. Ça a été la deuxième grande idée ici de cet instrument. Et puis l'autre grande idée, c'est qu'on avait une nouveau type de machine. Ça a été aussi révolutionnaire. À l'époque, il faut bien réaliser, on parle des années 90, maintenant vous avez tous des super ordinateurs chez vous, mais dans les années 90, il y avait deux catégories. Il y avait les ordinateurs qui ne faisaient pas grand-chose, c'était des PC qui tournaient sur MS-DOS, qui faisaient des expériences très simples, aucun pouvoir de calcul, c'était vraiment du bricolage de garage, ce qu'elle avait fait Bill Gates. C'était génial pour la bureautique. C'est fabuleux pour faire de l'édition de texte, c'est comme ça qu'il a fait son business en fait. Et pour faire de la science, c'était pas terrible. Et alors on avait les grosses infrastructures. Il y avait le summum à l'époque, c'était Cray, qui faisait ces grosses infrastructures, mais inabordable, inaccessible, c'était principalement utilisé par des gens qui faisaient des calculs d'aérodynamique dans les avions, c'était pas vraiment pour des chercheurs. Et puis il y a des petits malins de chez Cray qui sont partis, qui se sont dit on va pouvoir prendre des morceaux du Cray, on va les refaire évidemment,
et puis on va les proposer dans des petites boîtes. Et ils ont inventé Sun Microsystems. C'était une révolution parce qu'on a fait des mini-ordinateurs. À la place de 16 bits, c'était en 64 bits comme donc c'était énorme en termes de potentiel. Et puis ça a été un des objets qui m'a beaucoup occupé pendant 2-3 ans. Alors, on a beaucoup bricolé cette machine pour la faire marcher, juste par rapport à nos données, mais on a fait cet outil extraordinaire pour analyser nos données. C'est grâce à ça qu'on a trouvé la première planète. Cependant, cette première planète, ce n'était pas exactement ce qu'on avait imaginé. Parce que, en démarrant le programme, l'idée, c'était que ça allait prendre des années. De fait, moi, j'ai démarré le programme sans aucune ambition de trouver une planète. J'étais déjà très content d'avoir réussi à faire cet instrument. J'étais très content de démarrer, parce que ça me permettait justement de tester l'instrument et de voir ce qu'il pouvait faire. Vous imaginez ma surprise quand j'ai commencé à voir une des planètes, une des étoiles, 51 Pei, où il y avait des détections de modification de vitesse d'une nuit après l'autre. Alors c'était un moment de panique, je dois vous avouer, parce que ça ne devait pas se passer. Et j'ai vraiment cru que mon travail de thèse était en danger, qu'il y avait un gros problème de traitement de données. C'était tellement honteux que je n'en ai parlé à personne, surtout pas à mon supervisor. C'était facile, il était à Hawaï à ce moment-là, donc je ne pouvais pas trop lui parler. Et je me suis beaucoup battu pendant plusieurs mois, tout seul, en fait, avec mon problème, à essayer de trouver le problème. Et puis j'ai bien vite réalisé qu'il n'y avait pas de problème, que c'était vraiment réel, et puis que ça ne pouvait rien d'autre qu'une planète. Alors je dis toujours, il faut être jeune et naïf, et puis un PhD student pour imaginer ça, parce que c'était complètement hérétique comme idée. Je l'ai envoyé à mon prof quand même, et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai trouvé une planète. Il m'a répondu très smart, oui peut-être. Mais attends, j'arrive. Il m'a pas cru. Il me l'a dit après, je ne l'ai pas cru, mais j'ai voulu être gentil. Ce qui est assez c'est très louable. Évidemment, quand il a vu tout ce que j'ai fait, il a bien réalisé qu'il n'y avait pas d'autre explication. Donc effectivement, la planète existe, mais on s'est beaucoup battu pour arriver à convaincre le monde qu'elle était réelle, parce que les gens nous ont, ça pouvait être une pulsation, ça pouvait être plein de choses sur l'atmosphère, quand en fait on avait bien décrit le phénomène et qu'il ne savait rien d'autre. Mais bon, vous savez, quand vous allez contre une théorie qui a été construite pendant beaucoup d'années, c'est pas facile en physique. En général, c'était parti du jeu. Donc c'était 3-4 ans pas facile pour moi, mais bon, j'ai survécu. Donc voilà où on en est, et puis maintenant c'est évident qu'on est dans une situation absolument incroyable. Moi je vais faire un saut de 25 ans, on en est où maintenant? Donc là c'est mon seul diagramme, je suis obligé de vous montrer parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Ça c'est le résumé de toutes les détections de planètes qu'on a trouvées à ce jour. Donc chaque point c'est une planète. Alors c'est un point qui caractérise 3 données, la masse de la planète, la taille, le radius ici, et la période. Alors période c'est distance, hein. C'est toujours lié. Plus la période est courte, plus vous êtes près, quand vous êtes plus loin, voilà, donc c'est la loi Kepler. Alors vous avez le paquet en haut, ce paquet-là, hein, où se trouve 51 Pei. Donc c'est un Jupiter en période très courte. On en a plein maintenant, donc c'est pas un objet solitaire. Maintenant en plus on a des tailles, on a des rayons, parce que beaucoup sont en transit également, on les a vu passer dans les étoiles. On les retrouve ici aussi en masse, donc c'est ce paquet-là. On a trouvé beaucoup de planètes qui sont à peu près semblables à Jupiter, mais pas vraiment, mais Jupiter est là pour vous aider, hein. À peu près, ça c'est la paire de Jupiter, ça c'est la masse de Jupiter. Donc il est là, mais quand vous regardez bien, pour ceux qui voient un peu l'échelle logarithmique ici que j'ai utilisée, vous êtes quand même dans des planètes beaucoup plus grosses. 5, 10 masses de Jupiter, vous avez des périodes plus courtes aussi, vous avez des périodes qui ressemblent à Mars, donc on n'est pas exactement dans Jupiter, mais on en a quand même, quelques-unes ici. Pardon. Puis après, alors, on a quelque chose de complètement incroyable, on n'aurait jamais imaginé que ça existait. On a une population de planètes qui ne sont pas censées exister. C'est des planètes qui, on les appelle maintenant des super-terres ou des mini-Neptunes. Elles sont toutes dans des périodes inférieures à un jour. Donc certaines, elles sont tellement proches qu'elle est quasiment grillée par l'étoile. Certaines, elle est trop proche, elle va tomber pendant son étoile à terme. Elles ont des tailles et des masses allant de la Terre jusqu'à Neptune. Mais elles ont toutes des périodes principalement inférieures de l'ordre de 50-60 jours. Donc si vous pensez au système solaire, tout ce paquet-là, toutes ces planètes-là, vous avez en masse et en taille, elles iraient toutes à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Il n'y a pas de planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc ça a été un choc, parce que ce n'est pas du tout prévu. Ça va dans tout ce redéveloppement de la théorie. Mais c'est aussi ce que j'appelle un cadeau de la nature. Parce que si on regarde maintenant autre chose, si on regarde ces deux planètes-là, la Terre et puis Vénus,
la Terre et Vénus, puis Jupiter, s'il y avait eu que des planètes comme les systèmes solaires, probablement le domaine il serait quasiment inexistant. On serait encore à la traîne dans ce domaine et on n'aurait pratiquement pas été astronomie. Donc on a eu la chance en cette affaire, pas d'avoir trouvé la planète, on a eu la chance que la nature finalement nous ait joué un tour et que notre système solaire, il y a peut-être une raison pour laquelle il est comme il est, on y reviendra après quand on aura la vie, mais en fait il produit principalement des planètes différentes. Alors, que peut-on dire de la Terre et de Vénus? En fait, pas grand-chose, parce que cette ligne que vous avez là, c'est la ligne de l'horizon de détection des techniques actuelles. On n'arrive pas à trouver des planètes qui sont sur la droite de ces œuvres. Simplement, on n'a pas les technologies encore. Alors, on y travaille, il y a eu quelques petites chances, mais il y en a très peu. On y travaille. On va y arriver. Ça va prendre 10, 20 ans, 30 ans. On va y arriver. Mais simplement, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ne me demandez pas, est-ce qu'il y a d'autres planètes comme la Terre? Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas trouvé, je ne peux même pas vous donner les statistiques. Par contre, je peux vous parler des autres. Je peux vous donner les statistiques des autres. Les voici. Je peux vous dire, il y a 1,1 à 5% des étoiles qui ont des planètes comme 51 Peg. Donc c'est quand même relativement courant, mais pas super courant. Ce n'est pas tous les jours qu'une planète comme Jupiter se retrouve tout près de son étoile. Alors, comment elle est là? C'est qu'il y a des phénomènes dynamiques. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais à la formation des disques, il y a des phénomènes dynamiques qui déplacent les planètes. En fait, le modèle que je vous ai raconté, il est très incomplet. Entre le moment où on forme la planète et le moment où elle se stabilise, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc en gros, vous êtes né quelque part, vous allez vivre ailleurs. C'est vraiment ça qui se passe avec les planètes. Il y a beaucoup de phénomènes qui font ça. 10-20% de planètes qui pourraient ressembler à Jupiter, donc c'est assez intéressant. Si vous imaginez que c'est possiblement un signe que sur ces étoiles, il y a d'autres planètes qui sont semblables à la Terre, vous avez ce nombre absolument incroyable de planètes différentes, entre 50 à 80%. Donc ça veut dire que la majorité des étoiles du ciel que vous observez ont des planètes entre 50 à 80% de chance, mais elles n'est pas comme le système solaire. Elles sont comme ça. C'est ces planètes-là. Des mini-Neptune ou des super-Terres. Et ça, c'était vraiment inattendu. Maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup de planètes, on a la masse et la taille. Donc on peut commencer à savoir mais de quoi elles sont faites. En fait. C'est quoi ces planètes-là? C'est ce dont je parle. Alors on produit ce diagramme-là, on combine les deux, la masse et la taille, On a mis des barres pour indiquer les barres d'erreur, parce que là, ça commence à jouer un rôle. J'ai rajouté 3 lignes pour vous aider à comprendre un petit peu ce diagramme. Donc comme c'est la masse et la taille, donc à partir de la taille, avec le rayon, on peut calculer le volume. Vous vous souvenez de ça? Volume, masse, ça fait la densité. Donc vous avez les densités en fait ici. Donc le haut, vous avez les planètes qui sont de type Jupiter, qui sont en haut ici. Et là, vous avez la ligne des densités de Jupiter. Donc, quand vous prenez le modèle de Jupiter, ce qu'on appelle l'équation delta de Jupiter, vous pouvez jouer avec cette équation, puis enlever de la masse, puis le programme, l'équation va vous calculer quelle est la taille de Jupiter. Et vous vous promenez le long de cette ligne. En fait. Vous voyez, Jupiter, Saturne, elles se ressemblent. On n'arrive pas à produire exactement Uranus ni Neptune, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de gaz. Donc, Uranus et Neptune, on considère souvent que c'est des planètes géantes qui n'ont pas réussi, elles sont avortées, elles n'ont pas réussi à attirer plus de gaz comme on peut le faire Jupiter et Saturne. Donc là, il faut mettre d'autres modèles. Alors, on a mis d'autres modèles. Ici, c'est un modèle d'eau. Donc, c'est un modèle qui n'est pas très réaliste. On imaginait qu'une planète ne fait que d'eau. En général, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a plutôt un cœur, mais disons, voilà, pour donner un tout petit peu un ordre de grandeur, on a des planètes qui sont un peu plus denses que Uranus et Neptune, mais qui sont dans cet axe-là, avec des masses assez étonnantes, hein, vous voyez, 2, 3, 4, 5 fois la masse de la Terre. Donc on a vraiment des petites planètes qui ne ressemblent pas du tout à la Terre. Mais voilà, elles sont un peu dans une sorte de structure intermédiaire. Et puis alors, on a des planètes qui sont rocheuses. Donc c'est le long de cette ligne verte, ça c'est la Terre. Vous avez là. Donc vous pouvez grossir la Terre, vous avez des super-terres qui sont clairement rocheuses, on en a plusieurs. Donc on a détecté des planètes de type rocheux, un certain nombre. Par contre, toutes ces planètes-là, elles sont très proches de leur étoile. Pour l'essentiel, elles sont très chaudes. Sauf quelques cas très rares où l'étoile est beaucoup plus petite, et à ce moment-là, la planète a une température plus faible. L'étoile, le système trappiste est un seul là, si vous connaissez. Donc je vous montre ça pour vous dire que la révolution, elle est totale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement qu'on a des planètes qui sont à d'autres orbites du système solaire, on a même des planètes qu'on n'avait même pas imaginé qu'elles pouvaient exister. Donc on a dû complètement reconstruire notre imaginaire
Et un jour ou l'autre, ça devra bien aller dans les écoles. C'est à quoi ressemblent les planètes aujourd'hui. Quand on avait cette image de Jupiter, de Neptune et puis de la Terre, on doit rajouter plein d'objets intermédiaires qui sont des combinaisons de toutes ces planètes. Alors on a des choses absolument fantasmagoriques. On imagine des planètes océans avec des océans énormes, pas simplement 10-20 km, 1000 km. Donc l'eau, elle change de nature, de structure au fond de l'océan. Phénomène dynamique absolument fantastique. On peut imaginer qu'on a des Neptunes les plus petits, c'est assez intéressant, on dit comment ça se fait. On peut imaginer qu'on a des terres qui sont beaucoup plus grosses, avec des plus grosses gravités, donc aussi quelque chose qui ressemble à la Terre. On ne sait pas trop la géophysique de ces objets, ce qui est du volcanisme, sur magnétique, on ne sait rien, c'est possible. Et puis on a même des planètes qu'on peut imaginer qui sont essentiellement du gaz. Donc vous avez des planètes avec un cœur rocheux, mais énormément de gaz qui serait resté, qui pourrait survivre et rester. Donc ça c'est vraiment la partie qui est assez fascinante. Alors vous voyez qu'en fait on a résolu un vieux problème en disant que maintenant c'est clair, il y a des planètes autour de toutes les étoiles, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on réouvre un autre chapitre. Qu'est-ce que c'est? Alors comment on fait? Alors ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus moderne au sens, là c'est les 25 ans passés, là maintenant on se déplace vers ce qu'on fait maintenant et ce qu'on va faire dans les 10 à 20 prochaines années. Alors on a des outils absolument extraordinaires pour arriver à répondre à ces questions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de mesurer ce qu'on appelle l'atmosphère de ces planètes. Est-ce qu'on arrive à détecter des choses? Est-ce qu'on peut voir qu'il y a de l'eau, par exemple? Est-ce qu'on peut voir qu'il y a du CO2? Est-ce qu'on peut voir quelle est la composition de cette atmosphère? Et ça nous aiderait à comprendre ce qu'elles sont vraiment. Alors comment on fait ça? On utilise cette configuration pour laquelle on a beaucoup de détections, qui est la configuration de l'éclipse. Pourquoi c'est intéressant l'éclipse? Parce que vous avez la planète qui passe devant son étoile et aussi derrière. Alors maintenant imaginez bien, vous avez la planète et l'étoile. Quand la planète est derrière par rapport à nous qui l'observons, derrière son étoile, vous ne voyez que l'étoile, vous êtes d'accord? Donc c'est un moment de référence pour lequel on n'a que l'étoile. Et aussitôt que la planète ressort, vous voyez une combinaison de l'étoile et de la planète. Ça fait une petite différence. Et ça, on peut le voir. On peut le détecter. C'est comme ça qu'on mesure directement la température des planètes. On voit la différence entre le moment où elle est derrière et elle sort. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. Et l'autre élément qu'on utilise, c'est quand la planète passe devant, si elle a une atmosphère, une partie des rayons de l'étoile va passer à travers l'atmosphère. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien sur Terre. Vous avez tous vu un coucher de soleil. Vous avez tous vu une étoile, la lumière d'une étoile qui passe à travers l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère? L'étoile change de couleur. Ben non, l'étoile ne change pas de couleur. C'est uniquement la lumière de l'étoile qui va réagir différemment que l'atmosphère. Ce qui va se cacher, c'est que la lumière rouge va traverser. C'est pour ça que vous voyez votre soleil rouge. Mais que tout le bleu ne va pas traverser, va être bloqué par l'atmosphère et va être dispersé, ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. C'est pour ça que le ciel est bleu. Donc c'est cet effet-là qu'on utilise à l'échelle des étoiles. Et ça fait des différences significatives. Ça correspond à voir la taille de la planète changer en fonction de la couleur. Alors, les machines qu'on a pour faire ça, elles sont nombreuses et variées. On a maintenant, vous l'avez tous bien vu, ce succès aéronautique, le James Webb Space Telescope, à la droite, qui n'était pas prévu pour faire ça, mais vu l'explosion de toutes les découvertes, et il a été modifié. Vous savez, James Webb, il est fait pour détecter des objets qui sont vraiment très faibles, les premières étoiles du fin fond de l'univers. Il a été développé dans les années 80, juste après le lancement du Hubble Space Telescope. Il n'y a pas de planète à ce moment-là. Quand les planètes sont arrivées, ils se sont dit, mais on peut aussi l'utiliser pour détecter des atmosphères de planètes. Et les gens ont réalisé que c'était impossible. Parce que le télescope était prévu pour observer des objets très faibles. Donc en gros, il ne pouvait pas techniquement observer une étoile brillante. C'est impossible. Il n'avait pas les outils, il n'avait pas su comment faire. Donc ils ont dû rajouter des astuces, modifier certains systèmes optiques pour que le télescope puisse effectivement observer des objets très brillants. Ça, c'est unique en général dans l'aéronautique spatiale. En général, une fois que le design est fait, on ne va pas toucher parce que ça devient compliqué. Et ça a été fait vu l'intérêt de la science qui peut être faite pour le domaine des exoplanètes avec cette machine. Actuellement, on appelle ça le quart du télescope utilisé pour faire ce genre de programme.
On a une mission spatiale qui va voler dans une dizaine d'années, qui s'appelle Ariel, qui va faire systématiquement la mesure des spectres des plus grandes planètes, mais de manière très systématique et beaucoup plus importante que ce que fait Webb au sens où on a plus de temps, c'est un programme beaucoup plus systématique. Puis on a ce bijou qui est installé, qui est en train d'être construit maintenant au milieu du désert d'Atacama, l'Extreme Large Telescope. On ne se rend pas compte de la taille ici, mais le miroir fait 42 mètres. Donc c'est la taille de cette salle, la taille du miroir primaire. Donc avec ça, on va aller vraiment observer les atmosphères de planètes. Beaucoup plus gros que le Webb. Par contre, on est sur Terre, donc on peut faire des petites astuces. Donc c'est un autre type de travail, mais ça, c'est une panoplie actuellement d'outils qui va être utilisé. Et vous avez probablement tous vu un tout petit peu les résultats de Webb. Je ne résiste pas à vous montrer. Voilà, ça a fait beaucoup les faveurs de la presse. Voilà à quoi ressemble pour un astrophysicien une planète vue avec Webb. Je vous montre exprès parce que ce n'est pas les images que vous allez voir. Webb, il n'est pas très bon pour aller voir des images. Il n'est pas construit pour faire des images de bonne qualité. Par contre, il y a des spectres d'extrêmement grande qualité. Donc, ce que vous avez là, c'est la lumière, la longueur d'onde, 0,75, c'est quasiment ce que voient vos yeux. 1 micron, c'est à la limite, vous voyez plus grand-chose. Puis après, vous vous déplacez tranquillement dans l'infrarouge. Et ils ont observé le transit, donc justement le passage de la planète. Et puis ils ont regardé la quantité de lumière qui était bloquée, ce que je vous raconte avec l'histoire du coucher de soleil qui vient de l'eau. Et il y a des différences. Et ces différences-là, en fonction de la longueur d'onde, on les interprète très bien. C'est lié à la présence de molécules spécifiques. Chaque molécule a sa trace. En l'occurrence là, voilà, là vous avez de l'eau en l'occurrence, qui est autour de cette planète. C'est pas une première parce que c'est une planète assez grosse, le type Jupiter. On s'attendait à en avoir, il y a eu déjà des soupçons de découverte d'eau. La qualité de ce genre de résultat est juste unique pour nous. Et on va y en avoir des centaines comme ça, et une planète plus petite. Donc on se déplace progressivement vers une science qui devient intéressante au sens de la compréhension des planètes. On n'est plus dans le fait qu'elle existe, qu'elle est là. On essaie de comprendre ce qu'elle est vraiment. Et on se déplace vers les atmosphères, et naturellement, on se déplace à des planètes de plus en plus petites. Évidemment, la question qui arrive naturellement maintenant, c'est de dire, bon, on va commencer à observer des planètes qui ont la taille et la masse de la Terre, et puis qui sont dans une zone où on peut imaginer qu'on a de l'eau liquide, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, je vais vous montrer un tout petit peu l'ensemble des possibles, parce que je vais casser un peu quelques mythes. Il y a beaucoup de mythes par rapport à ça. On imagine, on se retrouve ça, c'est bon, on va trouver de la vie. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça, c'est juste 5 planètes différentes qui ont de l'eau, qui ont des rochers, une structure rocheuse. Simplement, ils ont une géodynamique un petit peu différente. La géophysique est un petit peu différente. Donc, à gauche, c'est la Terre. Vous avez les molécules clés, qui sont les molécules principalement liées à la vie sur Terre. Et puis, vous avez 4 autres cas qui peuvent se passer sur une planète. Vous avez aussi de l'eau, vous avez aussi de l'oxygène, vous avez aussi de l'ozone. Par contre, vous n'avez pas de vie. Vous avez une vie minérale, une planète minérale, qui en fait crée ces molécules. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit quand on détecte de l'ozone, de l'oxygène, on a de la vie, c'est faux. C'est vrai que l'oxygène est créé par la vie sur Terre, c'est correct, mais le fait qu'on détecte de l'oxygène sur une planète, ça n'a rien d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'oxygène, c'est assez banal. Il est dans l'eau il y en a partout. Vous en avez dans le CO, le CO2, il y en a partout. Donc c'est un problème assez compliqué. Donc on va dire de manière honnête, actuellement on n'a pas de mécanisme simple pour vous dire on a trouvé de la vie. On va pouvoir comprendre ce que fait l'atmosphère. Par contre, en termes de compréhension du système, c'est très très intéressant. Le truc, on va se rendre compte en observant 50 planètes rocheuses, elles sont toutes les mêmes, elles vont toutes ressembler à celle de droite, par exemple. Là, on va prendre quelque chose, donc c'est pas si simple. Peut-être qu'on aura un peu de tous les côtés. Elles seront très diversifiées. On n'en sait rien. On est dans ce qu'on appelle la terre inconnue, on est dans la découverte pure, on n'a aucune idée de ce qu'on va voir. D'où l'excitation, évidemment, d'aller mesurer avec Webb. Alors, pour parler de la vie, comment on peut faire? Parce qu'évidemment, on en parle sans arrêt. C'est sûr que la question, elle est valide. Elle est valide pour plein de raisons. La raison principale, c'est que la vie influence l'atmosphère d'une planète de manière dramatique. On l'a vu sur Terre. Donc on ne peut pas l'analyser. Mais pour parler de la vie, il faut comprendre de quoi on parle. Alors là, je vais vous ouvrir un autre chapitre actuellement, où il y a aussi une méconnaissance actuellement. C'est
qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui de l'origine de la vie sur Terre? D'abord, il faut bien comprendre que l'origine de la vie sur Terre, c'est vraiment dans le premier milliard d'années qu'elle se passe. Notre système, il a 4,5 milliards d'années. Après 1 milliard d'années, on a des traces fossiles de vie sur Terre. C'est indiscutable. Donc tout se passe dans cette échelle de temps-là. C'est relativement court, mais ça montre bien le côté assez phénoménal. Après, tout le reste, c'est l'évolution de la vie. En fait, le problème qu'on a, c'est que quand on repart dans le temps, puis qu'on essaie de voir un peu plus tôt, il n'y a plus aucune trace. Parce que le mécanisme volcanique de circulation des plaques sur la Terre a tout brassé. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à déterminer exactement quelle est la chimie qui s'est passée. Alors, l'approche maintenant est plutôt de se dire, bon, est-ce qu'on peut tourner le problème de l'autre côté? Est-ce qu'on a une idée de comment pouvait être la planète? Et est-ce qu'on peut imaginer des processus de chimie qui créent de la vie? En gros, est-ce qu'on peut faire de la vie dans un laboratoire? En gros, dit de manière très simple. Alors, comment on fait ça? D'abord, on imagine la planète relativement à ses débuts. On va d'abord, elle va se calmer un peu en température. Voilà la situation idéale pour développer la vie, ce qu'on pense être le moment clé. Donc là, vous avez des climatologies. C'est ces animaux-là en Australie qui sont les premières évidences ancestrales de vie, justement, qui sont très très anciennes. De l'eau, tout le monde est d'accord, parce que c'est un solvant extraordinaire et il y en a partout dans l'univers. Donc pourquoi il n'y aurait pas d'eau? Le problème, c'est comment vous amenez l'eau sur une planète et comment vous la gardez. Le problème n'est pas anodin. Sur la Terre, il y a beaucoup d'eau, ça va beaucoup changer. L'eau est très stable depuis le début de l'origine de la Terre. Par contre, sur Vénus, c'est pas la même chose. Il n'y a plus d'eau sur Vénus. Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'eau? Parce qu'il n'y en a jamais eu. On n'en sait rien. Ça, c'est ouvert. Mars, il y a de l'eau, ça c'est sûr. Donc, comment arrive l'eau sur une Terre? Pas très clair. Après, il y a SO3, SO2, c'est tous les produits volcaniques. Il faut qu'il y ait donc un processus volcanique. L'eau est fondamentale aussi pour ça, parce qu'elle joue le rôle d'huile. Le volcanisme, c'est assez subtil, vous en avez pas, mais il faut de l'eau en tout cas, autrement ça ne marche pas. Donc il y a un ensemble d'ingrédients qu'il faut. Est-ce qu'on peut détecter ça? Est-ce qu'on peut détecter du volcanisme? On détecte dans les molécules, on y est. Donc c'est déjà très intéressant. Après, il y a une molécule un petit peu étrange, HCN. Ces molécules, vous n'avez pas trop envie de jouer avec, parce que s'il y a une petite goutte ici, ça tue tout le monde. Donc c'est le lien entre l'HCN, l'acide cyanhydrique et l'origine de la vie, il n'est pas évident. En fait. Mais il s'avère que, en termes d'astronomie et d'astrophysique, c'est un composant qui est très commun, et il n'y en a pas dans les comètes. Il se forme très bien dans les comètes, le rayon UV, ça va très bien avec la structure des comètes, et on en fait beaucoup. Donc on imagine qu'il y a beaucoup d'HCN qui tournent sur Terre. Et au niveau chimique, c'est un élément clé qui joue le rôle de stimulateur pour le mécanisme. C'est un élément fondamental qui est perçu pour la génération de la vie. Maintenant, ce qui a beaucoup changé entre-temps, depuis les premières expériences qui ont été faites, c'est qu'on imagine que l'atmosphère ne joue pas un grand rôle, il est relativement neutre. Ce qui nous arrange, parce qu'on sait que l'atmosphère des planètes, c'est CO2, c'est quasiment neutre. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'énergie chimique dans l'atmosphère, très peu. Donc la seule manière d'amener de l'énergie, c'est d'utiliser le soleil. Ce qui est facile parce qu'il est là. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ozone. Donc il y a une quantité d'UV qui est phénoménale qui tombe sur Terre. Et puis quand vous êtes chimiste, vous avez toutes vos petites lampes UV pour faire des réactions. Donc ça tombe très très bien. En fait, ce que je vous raconte ici, il y a maintenant plusieurs publications qui sont derrière ce mécanisme. Je montre un tout petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des réseaux complets qui ont été faits, qui ont été testés en laboratoire. Il y a quelques publications anciennes qui essaient de démontrer la fabrication des ingrédients de la vie. Donc on voit la chaîne, on voit les points à la route. Vous avez des choses que vous connaissez, vous avez entendu parler. Vous avez des aminoacides, vous en connaissez plusieurs. Vous avez les vitamines ici. Vous avez les nucléotides, ce qui vous permet de créer de l'ADN. Vous avez les lipides qui vous permettent de faire la boîte, en gros, de protéger en fait l'environnement extérieur de votre composition. Donc c'est pas de la vie encore ça, mais c'est les ingrédients de la vie. Et c'est ce genre de développement qui se fait avec la réflexion qui consiste à se dire, ok, donc si on sait les ingrédients qu'il y a, on peut imaginer de reproduire ce qui va se passer. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on est en train de le faire.
au jour d'aujourd'hui. Où? Sur Mars. Parce que sur Mars, on ramasse des morceaux assez sérieux, dans un endroit qui est assez intéressant, ça c'est l'endroit où on est, c'est Jezero Crater. Vous n'avez pas besoin d'être un géologue pour deviner ce que c'est. Là, vous avez un bassin aquatique, il y a de l'eau qui est arrivée là. C'était un lac, en fait. Si vous revenez à peu près 4 milliards d'années, c'était comme ça. Donc on est sûr maintenant qu'il y avait de l'eau, parce qu'il y a de la trace chimique. Et l'idée ici, c'est en ramassant des morceaux à différents endroits, différents étages de ce lac, on va étudier la chimie, les traces de la chimie. Donc, on ne va pas trouver d'avis qui sont là, pas avec cette expérience. On va aller voir si est-ce qu'il y a des processus chimiques que l'on pourrait rattacher à des processus que l'on imagine pour l'origine de la vie. On va aller chercher ça. Donc après, c'est complexe parce qu'en fait, on va chercher des petites différences dans certains isotopes qu'on ne pourrait pas s'attendre par un phénomène naturel, simplement d'exposition à des radiations. Donc, ça, c'est ce qui se passe maintenant. Évidemment, on a envie de faire la même chose sur les planètes. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne pourra pas y aller, mais on a accès quand même à l'information de l'atmosphère. Alors là, pour comprendre ce qu'on va faire, il faut simplement comparer avec l'histoire, notre histoire sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre quand vous raisonnez de manière globale? Donc maintenant, il faut bien comprendre que la vie, ce n'est pas un processus séparé de la Terre. La vie et la Terre, c'est ensemble. On fait partie de l'organisme terrestre. On a terraformé l'organisme terrestre. Maintenant, on le fait de manière très spectaculaire avec le CO2, mais on a déjà commencé, ça fait 8000 ans qu'on a commencé. On a détruit les forêts, on a détruit la macrofaune, on est acteur sur la structure de la planète. On agit sur la planète. Par contre, on ne peut pas la quitter. Ceux qui vous font croire qu'on peut quitter la planète, je pense que c'est des doux rêveurs. Essayer de plonger 20 mètres dans l'eau, essayer de monter dans la haute atmosphère, aller sur le Mont Blanc, vous direz qu'on peut respirer. On peut, oui, si on recrée l'environnement terrestre. Ou alors, si on terraforme nous-mêmes notre propre biologie, et on modifie notre biologie, pour nous rendre compatibles avec d'autres planètes. Et là, on parle plus de notre espèce, on parle de refaire notre espèce à ce moment-là. Ou d'autres robots, envoyer des robots intelligents qui refait notre espèce. Après, vous êtes dans la science-fiction, mais ça pourrait bien se passer, ceci dit, plus tard. Donc, notre dépendance est totale, notre lien est complètement total. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre histoire. Alors, pour comprendre ça, il faut faire de la géophysique un tout petit peu. Ça, c'est l'histoire vue d'un géophysicien de notre planète, d'une manière un petit peu comme un dessin animé. On part en bas à gauche. Quand on forme la planète, ce que je vous ai expliqué, pour la forme, c'est fondamental, parce que là, vous avez des ingrédients de base. Vous avez de l'eau, vous n'avez pas d'eau. Ça se joue là. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir répondre assez facilement, assez vite. Vous perdez beaucoup de gaz. Hydrogène et hélium, vous le perdez assez vite. Si la planète est petite, si elle est grosse, vous pouvez le garder. Donc ça a un impact sur la chimie qui va se passer. Évidemment, vous avez énormément de matière qui tombe. Souvent de la matière carbonée, du carbone, beaucoup de carbone qui tombe. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de CO2 qui est bloqué à l'extérieur du système solaire par le mécanisme dont je vous ai parlé avant, à cause du gaz, qui est transformé en neige. C'est ce qu'il y a dans les comètes. Il y a un bombardement spectaculaire, tellement spectaculaire qu'un morceau énorme arrache un morceau de la Terre avec la Lune, à peu près lors de 20 millions d'années après la formation de la Terre. Le bombardement modifie la chimie de la Terre, progressivement, l'enrichit. Et puis, à un moment donné, on démarre un processus volcanique. Donc, on a une sorte le cœur, une sorte de structuration, ce qui est lourd tombe en bas, donc on a le fer qui se met en place, on a le champ magnétique qui se met en place, avec vous manipulez le fer qui se forme, et vous avez une production assez systématique de CO2 et de SO2. Vous allez prendre ce qu'il y a à l'intérieur par le volcanique, vous allez l'évacuer dans l'atmosphère, et puis avec la recirculation qui va se mettre en place, vous allez créer un équilibrage de CO2. Et quelque part là, vous arrivez à peu près dans la zone périodique, quand vous arrivez là, il se passe quelque chose. C'est pas quoi. De l'ordre d'un milliard d'années, et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de phénoménal. Et très très vite, la vie se développe. Et elle doit probablement se développer de manière systématique et magistrale. En termes chimiques, ce qu'il faut réaliser, c'est que la chimie se passe de toute manière. Vous ne pouvez pas arrêter de la chimie, vous ne pouvez pas la diriger. Elle se passe de toute manière. Quand j'explique qu'il y a des gens qui connaissent rien en chimie, je leur dis écoutez, la chimie, elle a deux options. Elle peut soit faire de la vie, soit faire du shampoing. Mais elle fait quelque chose, de toute manière. Quand elle fait du shampoing, c'est plus difficile de transformer de la vie. Essayez de repartir avec du shampoing, mais pas de la tête. C'est pas facile. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a une sorte de compétition permanente, et il y a une situation, on va dire favorable à un moment donné, qui
fait que la chimie de la vie se met en place. Et c'est ce que les gens essaient de tester dans le laboratoire. Quelles sont ces conditions? Quels sont cet ensemble d'enchaînements de conditions qui fait qu'on a la vie? Et la vie transforme de manière radicale la structure de la planète, ajoute de l'oxygène et de l'azote, et modifie complètement la chimie globale de la planète. Elle est peu visible pendant un certain temps, puis à un moment donné, on a cette explosion de l'oxygène, on en a plein, donc il y a une création phénoménale d'oxygène. Et d'ailleurs, la vie s'arrête presque probablement à ce moment-là, parce qu'il y a tellement d'oxygène qui est créé, le CO2 il descend de manière catastrophique. Ça veut dire que le CO2 qui nous réchauffait gentiment disparaît, donc la Terre se refroidit de manière brutale et devient probablement une boule de glace, et probablement redémarre grâce au volcanisme. Le volcanisme probablement redémarre et restabilise. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a clairement eu une augmentation spectaculaire et une chute du CO2, augmentation d'oxygène et chute du CO2 à un moment clé. Probablement parce que la photosynthèse a dû atteindre une sorte de niveau d'optimisation extraordinaire. Ce qui est fantastique et ce qui est difficile dans le domaine actuel, c'est que la vie est quelque part une perfection. La photosynthèse est un mécanisme incroyable. Si vous deviez le refaire, ça dépendrait des années d'ingénierie pour arriver à le faire aussi bien. Donc la vie a eu du temps pour essayer toutes les solutions et développer chaque fois la meilleure. La difficulté, c'est qu'est-ce qui est vraiment l'élément originel. Donc vous avez un avion, et vous essayez de comprendre quel est l'élément commun entre l'avion et le premier char qui a transporté du foin. C'est vraiment ça la difficulté. Donc c'est d'essayer d'arriver à reconstruire ce cheminement en utilisant quelque chose de parfait. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette histoire que je vous raconte ici, en fait, elle laisse beaucoup de traces. Alors sur Terre, beaucoup est effacé. On n'a pas grand-chose, en fait on n'a rien quasiment jusqu'au pléobiotique. On a uniquement, ça commence à partir d'un milliard d'années. Par contre, il y a plein d'étoiles. On va dire qu'il y a un nombre infini d'étoiles avec des planètes. Donc on peut commencer à regarder ces planètes, certaines plus jeunes, certaines moins jeunes, qui essaient de regarder ce qu'on obtient et comparer. Et on a, juste pour démontrer un petit peu, on a plusieurs différentes zones, ou plutôt périodes d'évolution de la Terre. On a reproduit sa structure spectrale. Donc en fait, si on est capable d'aller mesurer l'atmosphère, qu'est-ce qu'on verrait? Et là, on a trois étapes. Il y a l'atmosphère très ancienne, l'archéenne. Après, vous avez, quand la vie se développe, vous avez maintenant la Terre moderne, ici. Et vous voyez, la Lune, elle est complètement différente. Vous n'avez pas les mêmes éléments, vous n'avez pas du tout la même structure. Et ça, c'est ce que va faire l'astronomie. Pas tout de suite, ça va prendre peut-être 50 ans. Mais c'est dans cet esprit-là qu'on se dirige. Il y a une sorte de situation qui est absolument unique. Cette révolution des exoplanètes a ouvert des pans énormes, mais qui va bien au-delà des exoplanètes. Parce que maintenant, les géophysiciens s'intéressent à ça, parce que ça devient un élément de comparaison. Ils peuvent comparer la Terre, les planètes du système solaire avec les autres planètes. Les chimistes font des prédictions. Ils imaginent qu'il y a des composants fondamentaux. Ils nous disent on a besoin d'HCN, on a besoin d'acide cyanhydrique. Il faut qu'on le voie, parce que si on n'en voit jamais sur les planètes, ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'on leur dise, et on peut le voir, on peut les voir dans des disques de planètes en formation. Donc on voit, on peut mesurer la quantité qui tombe. Puis après, vous regardez, ok, alors si c'est cette quantité qui tombe, est-ce que j'arrive à faire quelque chose de significatif? Il y a tout un jeu comme ça combiné, et c'est la raison pour laquelle vous avez entendu parler, pour laquelle on développe maintenant des centres de compétences qui permettent justement de rassembler différentes activités qui étaient originellement chacun un petit peu focalisés sur ce qu'ils faisaient, mais pour essayer de faciliter la compréhension mutuelle, pour arriver à ensemble essayer un jour de résoudre cette question qui est une des toutes grandes questions probablement de l'humanité, c'est pourquoi il y a de la vie dans l'univers? Pourquoi? On commence à répondre pourquoi il y a de la masse, on a une assez bonne compréhension. Mais la vie, pourquoi? On peut jamais oublier que l'univers soit de la vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la vie dans l'univers? Et puis, en gros, est-ce qu'il y en a partout? Est-ce qu'en gros, il y a une diversité incroyable de vie, nous on est un parmi tant d'autres? Ou alors, est-ce qu'il faut un ensemble de configurations très spéciales, et dans un système très spécial, avec un enchaînement très spécial, pour que la vie puisse se développer? Et je ne parle même pas du développement de la vie après macroscopique, qui se mène après une multisphérique, juste le développement de la vie à son niveau le plus simple. Voilà, je vais vous laisser avec ces pensées et ces questions. On voudrait bien que la science
ne répond pas à grand-chose, par contre, elle en pose beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup.